Il est 10 heures du matin ce 18 mai 1990 et Walter Sédor, 5 ans, est ravi. Non seulement c'est la première fois qu'il va à la pêche, mais c'est aussi la première fois qu'il prend l'avion. Un petit avion tout rouge, avec une hélice, qui fait un bruit terrible. Il y a déjà 1 heure que le monomoteur de tourisme a quitté l'aéroport de Winnipeg, au Canada. Au Canada, les distances ne comptent pas. Pour un week-end, on prend l'avion, comme on prend chez nous la voiture. Jeune Walter est installé à l'arrière de l'appareil. Devant lui, il y a son papa, Steve Sédor, et aux commandes, un ami de son père, Ken Harrison. Ils travaillent dans la même entreprise de Winnipeg. En bas, sous l'avion, c'est la forêt. La grande forêt canadienne. Walter ne veut pas regarder par la vitre. Oh, bien sûr, il est un grand puisque son père l'emmène à la pêche. Mais il a quand même un peu peur. Dans la forêt, il sait qu'il y a des ours. Et dans le fond, il a hâte d'arriver. À l'avant, Ken Harrison annonce « Nous approchons dans un quart d'heure, nous serons arrivés à Grand Rapide. » Et c'est à cet instant précis qu'il se fait un grand silence. Sur le moment, le gamin est plutôt soulagé. Le bruit du moteur finissait par l'assourdir. Mais l'inquiétude le prend brusquement. Le pilote est en train de dire « Nous avons calé, je n'arrive pas à redémarrer. » Sur le moment, le petit Walter Sédor reste muet. C'est quand son père se met à crier qu'il se met à crier lui aussi. Walter est assis dans l'herbe mouillée. Une seule pensée lui vient à l'esprit, où est son père? Il se lève pour aller le chercher, car par miracle, Walter n'est pas blessé, il n'a rien, pas une égratignure, pas une brûlure. Il est juste un petit peu étourdi. La première chose qu'il voit, c'est l'avion qui brûle là-bas. Il a percuté un gros rocher. Le gamin court dans cette direction, il appelle « Papa, papa !» Mais il s'arrête aussitôt avec un cri joyeux. Non, son père n'est pas dans l'avion en flammes. Il est là, allongé près d'un arbre. Walter se penche sur lui. Il voit qu'il fait la grimace. « Tu as mal, papa ?» En entendant la voix de son fils, Steve Sédor tourne la tête, ce qui lui arrache une grimace plus douloureuse encore. Il tente de bouger, mais n'y parvient pas. Il fait signe à l'enfant de s'asseoir à côté de lui, et il se met à lui parler. « Oui, Walter, je me suis fait mal. Je crois qu'il va falloir que je me repose. Mais surtout ne t'inquiète pas. Maman va venir te chercher dans un autre avion. En attendant, il faut me promettre que tu ne bougeras pas, que tu ne t'éloigneras pas d'ici. C'est promis, papa? Bien. Maintenant, Walter, va vers l'avion. Ne t'approche pas trop du feu, mais ramène tout ce qui pourra être utile. » Steve Sédor a 2 ou 3 respirations difficiles et il ajoute « Tu sais, je crois que le monsieur qui pilotait est mort dans l'accident. Tu es grand? Tu peux comprendre cela? » Walter hoche la tête avec gravité. « Alors maintenant, vas-y et reviens vite. » Walter docilement s'en va en courant vers l'avion. Il n'a plus peur maintenant que son père est là. Il n'aura qu'à faire ce qu'il lui dira jusqu'à ce que maman vienne le chercher. Près de l'avion, à côté de sa canne à pêche brisée, il trouve son pullover rouge. En le brandissant triomphalement, il revient vers son père, qui ne bouge toujours pas. Du regard, il lui fait signe de s'approcher. Il parle si bas que Walter l'entend à peine. « Écoute bien. Quand tu entendras un moteur dans le ciel, tu monteras sur un arbre ou sur un rocher et tu agiteras ton pullover. T'as compris ?» Walter secoue la tête d'un air décidé. « Oui, papa. » Steve Sédor fait un mouvement pour se redresser, mais il n'y parvient pas. « Walter, faut que je te dise. Maman ne viendra peut-être pas tout de suite. En attendant, il faut que tu boives de l'eau. Après la pluie, il doit y en avoir dans les creux des rochers. Maintenant, je vais dormir. Je vais dormir très longtemps. Tu n'auras pas peur, n'est-ce pas? » L'enfant réfléchit. Il plisse le front. Il y a visiblement quelque chose qu'il n'ose pas dire. À la fin, il se décide. « Papa, s'il y a des ours, tu te réveilleras ?
Avec difficulté, son père parvient à articuler « Oui. Maintenant, laisse-moi dormir. Va voir s'il y a de l'eau près de l'avion. Et surtout, rappelle-toi, ne t'éloigne pas. » Docilement, Walter Sédor quitte son père. Il lui a dit que l'eau pouvait se trouver dans le creux des rochers. En voici justement un. Il entreprend de l'escalader. Oui, c'est vrai, il y a de l'eau dans plusieurs trous au sommet. Il boit avec délectation, il avait soif. Et puis il est très bien, ce rocher. D'en haut, il voit parfaitement le ciel. Quand l'avion de maman viendra, c'est ici qu'il ira agiter son pullover pour lui faire signe. Walter Sédor reste quelque temps en haut de son rocher. Quand il redescend, il fait presque nuit. Il regarde les arbres qui l'environnent, sont très hauts, très épais. En s'efforçant de ne pas penser aux ours, il revient vers son père. Il est allongé au même endroit, il ne bouge pas. Walter aurait envie de lui parler, mais il n'ose pas, il dort. L'enfant se demande ce qu'il doit faire. Après tout, le mieux est de l'imiter. Il confectionne pour eux deux une sorte de couverture de branchage. Il s'allonge près de lui, tourne la tête, dit doucement « Bonne nuit, papa ». Et il s'endort épuisé mais confiant. Quand Walter Sédor se réveille, il fait plein jour. Il se sent beaucoup mieux. Il jette un coup d'œil à côté de lui. Il espérait que son père serait réveillé, mais non, il dort toujours. Walter est un peu déçu, mais pas trop étonné. Son père lui avait bien dit qu'il allait dormir très longtemps. De toute façon, il n'a rien à craindre puisqu'il est là. S'il y a des ours, il se réveillera, il l'a promis. La meilleure chose à faire est d'aller sur le rocher où il y a de l'eau et d'où il pourra voir arriver l'avion. Walter Sédor escalade le rocher, il reste plusieurs heures, les yeux levés vers le ciel, son pullover rouge à la main, mais il n'y a pas d'avion. Maman n'est pas au rendez-vous. Il pleut un peu. Pour passer le temps, et aussi parce qu'il a soif, le gamin boit dans les trous du rocher. Il commence aussi à avoir faim. Il ne doit pas être loin de midi, quand il voit là-bas, du côté de l'avion, les buissons bouger. Il s'aplatit en haut du rocher, et il continue à regarder. Oui, on dirait une forme brune. Il y en a même plusieurs. Maintenant, Walter voit distinctement. Ce sont deux ours, un grand et un petit. Walter tremble comme une feuille. Tout à coup, il se sent désespérément seul, perdu dans cette grande forêt. Et maman qui ne vient pas avec un avion, et papa qui ne se réveille pas. Mais pourquoi son père ne se réveille-t-il pas? Il l'avait promis. Walter lui a toujours fait confiance. C'est la première fois qu'il ne tient pas sa promesse. Walter Sédor continue à suivre les ours du regard. Heureusement, eux ne le voient pas. Pour l'instant, il tourne autour de l'avion comme s'il cherchait quelque chose. Et puis, sans raison apparente, le plus gros s'éloigne et le petit le suit en courant derrière lui. En quelques secondes, ils ont disparu. Walter se redresse sur son rocher. Il regarde son père toujours allongé près de son arbre sous sa couverture de feuillage. Il a un sourire dans sa direction. Il savait bien qu'il pouvait lui faire confiance. Si papa n'a pas bougé, c'est qu'il savait qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Ces ours-là n'étaient pas méchants. Walter Sédor attend pourtant le soir pour quitter son rocher. Il court s'installer près de son père, le seul endroit où il se sent en sécurité. Il examine sa couverture de feuillage, il remet quelques branches que le vent avait déplacées, s'allonge et s'endort. Demain, c'est sûr, maman viendra. Le troisième jour arrive et ressemble aux deux précédents. Il ne se passe rien. C'est le lundi 21 mai 1990. Steve Sédor est toujours immobile sous sa couverture de branchage. Et là-haut, assis sur son rocher, la tête tournée vers le ciel, le petit Walter cherche désespérément l'avion de sa maman. Sa maman, Madame Sédor, a déjà donné l'alerte et la Canadian Royal Air Force a mobilisé 12 appareils militaires auxquels se sont joints 8 avions civils. Mais la région où l'accident a eu lieu est extrêmement sauvage et recouverte d'une forêt très dense. 3 jours passent encore, et voici que le jeudi 24 mai, en fin de journée, alors que le soleil n'est pas très loin de se coucher, il y a un bruit de moteur et un point qui apparaît, là-haut, dans le ciel. Walter Sédor se met debout sur le rocher et agite de toutes ses forces son pullover en criant « Maman, maman !» Mais le bruit diminue puis disparaît.
Alors pour la première fois, Walter se met à pleurer. Maman ne l'a pas vu. Oh, il essaie quand même de lui trouver des excuses. C'est vrai qu'il faisait pas très clair. Ce sera pour demain matin. Et le lendemain, effectivement, d'autres avions viennent en plein jour cette fois. Certains décrivent même des cercles au-dessus de lui. Mais eux non plus ne s'arrêtent pas. Les jours passent encore, 15 jours. Oui, 15 jours. Et Walter Sédor vit toujours. La faim le dévore, est affreusement amaigri, mais il vit. Tous les matins, comme un automate, il exécute les consignes de son père, il monte sur son rocher, boit un peu d'eau dans les trous, et attend avec son pullover rouge à la main. Sans son père, toujours allongé sous les branchages, Walter aurait sombré dans le désespoir ou se serait perdu dans la forêt. Mais son père lui a dit d'avoir confiance, il a dit que maman viendrait, donc maman viendra. Papa ne peut pas mentir. Au milieu de la grande forêt canadienne, Walter Sédor résiste, et résistera jusqu'à la limite de ses jeunes forces. La présence muette et immobile de son père et la confiance absolue qu'il a en lui le soutiennent. Il n'est pas seul. C'est le 2 juin, 15 jours après l'accident, qu'Harvey Evans, jeune officier de l'aviation canadienne, décolle de l'aéroport de Winnipeg pour une mission de reconnaissance, une des dernières. On va abandonner les recherches. Malgré l'insistance de Mme Sédor, c'est inutile. En admettant que l'appareil ne se soit pas désintégré au contact de la forêt, personne ne pourrait survivre dans un milieu aussi hostile. Consciencieusement, le pilote accomplit de vastes cercles au-dessus de la zone qu'on lui a demandé de prospecter. Et brusquement, en bas, sur la droite, il y a un éclair, un reflet de soleil dans une vitre ou quelque chose de métallique. Il descend, et il distingue, dans une trouée entre les arbres, une forme qui agite quelque chose de rouge. Le pilote envoie immédiatement sa position, et quelques heures plus tard, un hélicoptère de l'armée débarque, une équipe de sauveteurs. En les apercevant, le bambin court vers eux en titubant. Tandis qu'il est emmené dans l'hélicoptère, une partie de l'équipe restée sur place dégage le corps du pilote carbonisé dans l'appareil et ramène celui de Steve Sédor. Les médecins constateront plus tard qu'il était mort vraisemblablement le jour même de l'accident. Mais pour son fils, il vivait, il était là, il le protégeait, et c'est lui, et lui seul, qui l'avait sauvé.